À la sortie du lycée, après l'obtention du baccalauréat, lorsque les futurs étudiants choisissent leur orientation et prennent la voie du droit, on peut assister à plusieurs types de réactions. Yes, je l'ai de maths. Putain, moi aussi je l'ai, plus d'histoire, plus de français. Mais une fois arrivé à la faculté, cela ressemble plutôt à ça. Bonjour. Bienvenue à Introduction historique de droit. Chanté. Bonjour, aujourd'hui on calcule les codes par héréditaire, sortez les calculatrices. Le futur, ça n'est pas le conditionnel. Et si les mathématiques restent dans le cursus très anecdotique, l'histoire y a une part bien plus importante, puisqu'elle est enseignée dans au moins une matière lors de chaque semestre. La question que se posent alors les étudiants est tout simplement « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois apprendre encore des vieux trucs alors que je veux juste devenir avocat en droit pénal si j'en ai encore jamais fait, mais la télé c'est l'air trop cool !» La réponse est pourtant toute simple. Parce que... Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi. Pouce bleu, abonnement, voilà, blablabla. Hey, ciao. Je plaisante. Générique. Tout d'abord, il faut que nous mettions au point une toute petite chose. L'enseignement en droit repose en sa plus large majorité sur 3 sections universitaires. La section 01, droit privé, la section 02, droit public, et la section 03, histoire du droit et des institutions. Et pour tout ce qui est éco-gestion, on peut s'étendre aux sections 04, 05 et 06, à savoir respectivement sciences politiques, sciences économiques et sciences de gestion et du management. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne répond pas à la question principale. Pourquoi on fait encore l'histoire ? Et à ça, c'est toujours la même réponse. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes et qui découlent de cet apprentissage. Alors, quelle question par exemple ? La culture G ? Disons qu'avoir de la culture, ça évite de passer pour un guignol lorsqu'on revendique quelque chose, déjà pour commencer, et ensuite... C'est particulièrement utile lorsqu'on passe des concours, savoir quelques éléments en plus des connaissances qu'on appelle des connaissances positives, c'est-à-dire des connaissances actuelles, c'est toujours utile. Ensuite, l'histoire, quand même, ça aide à relativiser pas mal de choses. Pourquoi relativiser ? Déjà, quand on voit une multitude de systèmes, ça évite de penser que le système dans lequel on évolue est un système qui est parfait, que c'est le système absolu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Parce qu'après tout, nos ancêtres vivaient très bien dans leur temps, avec leurs règles d'époque. Certes, parfois imparfaites, certes, parfois source d'injustice, mais ça, c'est notre perception moderne, ce n'est pas forcément la perception de l'époque. Donc, oui, relativiser les phénomènes juridiques, c'est quelque chose de pas mal. Autre phénomène qui nous permet de relativiser la place du droit dans les sociétés, eh bien, c'est la place du droit dans les sociétés. Disons que selon les endroits où on se situe dans le monde, le droit n'a pas toujours, en fonction de l'époque bien entendu, eu la même place. Certaines sociétés ont érigé le droit en tant que fondement de l'organisation sociale, alors c'est par exemple le cas de notre société actuelle, c'est le cas de la société romaine, et d'autres civilisations, elles, ont mis en avant une autre forme d'organisation sociale, et notamment la morale ancestrale. Et si l'on prend l'exemple d'une civilisation très connue, comme celle de la Grèce antique, il n'y avait pas ici de droit érigé en tant que science propre. Il y avait des penseurs, il y avait certes des règles, mais elles n'étaient pas le fondement de la pensée, ni le fondement de l'organisation sociale. Autre point qui nous permet également de tempérer toutes ces notions de droit moderne, de droit absolu, de modèle positiviste absolument parfait, et c'est tout simplement que des sociétés assez proches, qui pourtant se côtoient régulièrement, n'ont pas forcément dressé les mêmes règles pour les mêmes problèmes, et parfois même avec une règle similaire, pour un problème similaire, ces sociétés vont avoir adopté des modes de pensée différentes, et par conséquent des techniques pour arriver à la réponse différente, et donc une solution différente. En fait, cette étude de l'histoire du droit, elle permet d'identifier clairement les différents marqueurs du droit moderne. Elle permet de tempérer la notion de droit moderne. Et ça, c'est pas quelque chose de négligeable dans la pensée. Ça permet de savoir d'où on vient, ça permet d'envisager éventuellement aussi où l'on va, essayer de comprendre toutes les interactions qu'il y a eu, et finalement tout ce qui a pu être important, et qui l'est peut-être encore. Parce que ça aussi,
C'est quelque chose que l'histoire du droit va apporter, et qu'il faut bien avoir en mémoire. C'est que les modèles juridiques dans lesquels nous évoluons sont issus d'une culture juridique qui perdure. Cette culture juridique qui perdure, elle provient d'où? Elle provient de l'Ancien Régime. Et oui, une révolution, ça n'efface pas comme ça des règles du tout au tout, comme si de rien n'avait existé pendant près de 2000 ans. Point que je peux vous donner en exemple, c'est celui du Code civil de 1804. Petit retour en arrière. Il y avait sur le territoire du Royaume de France un ensemble de règles juridiques. Cet assemblement plus ou moins complexe trouve des sources qui sont très diverses. On a le droit royal, évidemment, donc les édits royaux, les ordonnances, etc. etc. On a le droit romain, au moins dans le sud du pays. Donc là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on appelle sud? Tracer une ligne, La Rochelle, Genève, pas ce bras-là. La Rochelle, Genève, on a à peu près la délimitation nord-sud. Au sud, pays de droit romain, au nord, pays de droit coutumier. Ces pays de droit coutumier, ils avaient donc des coutumes. Et ces coutumes, c'est quoi? Ces coutumes, c'est un ensemble de règles, un ensemble d'usages juridiques qui ont valeur de loi. Elles ont été rédigées au XVIe siècle, XVIe, XVIIe, remodifiées, agrémentées grâce à la législation royale, mais ces coutumes, elles ne s'étendaient pas sur tout le pays. Ces coutumes avaient ce qu'on appelle un ressort, c'est-à-dire qu'elles avaient une étendue géographique sur laquelle elles s'appliquaient. Et le Code civil de 1804 est censé avoir aboli ces coutumes. Et seulement, c'est pas tout à fait vrai. Et ce point-là est à tempérer, notamment dans la ruralité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le Code civil ne pouvait pas être parfait. Et même en prévoyant certaines règles, un grand nombre de choses sont restées non traitées, car très spécifiques à un endroit particulier. Et il y a eu alors un étrange phénomène qui est celui du maintien de certains usages locaux. Alors, qu'est-ce que c'est ces usages locaux? Eh bien, ce sont tout simplement des règles qui vont avoir valeur de droit, de loi, et qui vont pouvoir être appliquées et argumentées devant une juridiction, et notamment devant les juridictions cantonales, qui étaient celles des juges de paix, au XIXe siècle. Il a donc fallu, pour connaître le contenu de ces usages locaux, créer des comités pour les écrire, pour les codifier, pour les rassembler, les étudier, et savoir si on ne pouvait pas simplement les fondre en un seul corps de règles. Ce premier travail de codification des usages locaux, il a eu lieu dans la moitié du XIXe siècle, grâce à ce qu'on appelait, et qu'on appelle toujours, des comités de retour à la terre. Ces comités de retour à la terre, ayant fait leur travail, vont évoluer. Ils deviennent en 1924 les chambres d'agriculture. À l'approche des années 1930, ces chambres d'agriculture, elles vont devoir à nouveau faire ce travail. Mais cette fois-ci, les usages qu'on va rechercher ne concernent plus que les usages agricoles, et plus particulièrement les métairies notamment. Et ces chambres agricoles vont à nouveau effectuer ce travail de codification, de recherche des usages, et on va arriver, en 1955, au Code rural. C'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'au final, on se rend compte que même pour un droit moderne, ce droit moderne n'est issu que d'une culture juridique qui, elle, perdure, finalement. Alors, pourquoi on fait subir ça aux étudiants? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez suivi, je vous ai dit que dans le fond même, dans le mode de pensée, le droit change pas fondamentalement, on reste à peu près sur les mêmes méthodes. Et du coup, c'est un support idéal pour la méthodologie. C'est pour ça qu'on peut entraîner facilement les étudiants à l'étude d'un commentaire de texte ou d'une dissertation grâce à l'histoire du droit. On a les connaissances des événements, on a la connaissance de la portée, et un support juridique, quelle que soit l'époque étudiée, finalement va requérir la même méthode d'analyse et les mêmes fondements de connaissances. Alors là, normalement, vous allez dire, ok, les mêmes fondements de connaissances, mais le mec qui nous parle de la Grèce, qui nous a parlé un peu de l'Afrique, bon, l'histoire, c'est bien beau, c'est vrai que ça regroupe un ensemble de notions qui sont relativement importantes, tant dans l'espace que dans le temps. Et c'est là que c'est aussi intéressant. Alors, l'histoire du droit, d'un point de vue géographique, tout d'abord, et ça devient tout de suite un peu moins évident que pour l'aspect purement temporel. Pourquoi ça devient moins évident? Parce que si on fait de l'histoire du droit français et que on se concentre sur le territoire français, il va y avoir des trous. Mais genre, il va y avoir des gros trous. Le premier gros trou, c'est les Gaulois.
Alors pourquoi les Gaulois? Tout simplement, il faut savoir que les Gaulois, leur culture, c'était l'oralité. On se transmettait la parole de bouche à bouche. Les Gaulois, c'était l'oralité. Et par conséquent, si on veut étudier leurs règles, on aura comme source que les sources grecques et les sources romaines. Et tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. De plus, si l'on veut étudier vraiment l'histoire du droit, il faut se pencher sur les premiers textes écrits. Et les premiers textes écrits, on les trouve en Mésopotamie. Évidemment, il va falloir aussi aller vers les penseurs grecs, parce qu'il y aura là aussi un fondement de pensée, un fondement de raisonnement qui est vraiment très intéressant, même si, comme je vous l'ai expliqué, les cités grecques n'avaient pas érigé le droit en tant que matière fondamentale. Finalement, le plus gros de la technique va venir de l'Empire romain, et cet Empire romain-là, il va receler d'un ensemble d'informations toutes plus précieuses les unes que les autres, tant dans le contenu que dans la méthode qui est abordée. Cette méthode, finalement, elle va perdurer très longtemps, parce qu'elle va se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Au final, on a beaucoup de notions qui sont issues du droit romain. Si je vous parle de pater familias, par exemple, ça parlera peut-être pas au plus grand monde, mais ça parlera au moins aux juristes, agir en tant que bon père de famille. Une fois qu'on aura quitté le droit romain, il va falloir se pencher sur les droits germaniques. Et par les droits germaniques, on entend Visigoth, Franc, Burgonde, Interprète! Warrior! Bref, évidemment, notre droit, aujourd'hui, et surtout le droit de l'Ancien Régime qu'on va essentiellement étudier, est un fondement qui est grandement romano-germanique, tout simplement. Autre point qui va cloisonner un peu l'environnement géographique, c'est la façon dont on va aborder la matière. Si l'on étudie des périodes bien précises, comme je l'ai expliqué, Rome, Ancien Régime, là on va voir un espace géographique qui est beaucoup plus simple à déterminer. Par contre, si on commence à avoir une approche d'anthropologie juridique, tout de suite on étend le champ des possibles, parce qu'on va se tourner très bien de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Afrique en passant par l'Asie. Et ça, c'est d'autant plus vrai, par exemple, si on aborde la question du droit colonial. Ah, ça me rajeunit! Si l'on aborde maintenant les cloisons temporelles, eh bien on va arriver à ce qu'on vient d'expliquer finalement à peu près. Parce qu'on peut très bien partir de la Mésopotamie avec les premiers textes écrits, qui sera la plus grosse des bornes au final, et on peut s'étendre après jusqu'à bien plus tard, et finalement jusque là où on a assez de recul pour analyser un texte, et pour considérer qu'il appartient au corps de l'histoire du droit, si tant est qu'il y a un corps qui soit particulièrement délimitable. Mais par exemple, ça n'est absolument pas choquant de faire du post-colonialisme. De l'islamo-gauchisme, vraiment, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi. On peut très bien avoir une analyse qui est claire des textes de loi, claire de l'implication de l'influence française sur les territoires, et ça va finalement à quelque chose d'assez proche. Tout comme on pourrait considérer qu'un pan du droit administratif actuel, que l'on étudie dans la matière positive, a des fondements qui sont bien plus dignes d'être étudiés dans l'histoire du droit. Si on prend par exemple le cas de la petite Agnès Blanco, bon, on est au 19e siècle quand même. On commence à faire loin. Vous voyez ce que je veux dire. Et au final, les bornes temporelles, c'est pareil. On fait un peu ce qu'on veut selon ce qu'on veut étudier. Et si on étudie la frise chronologique, on peut très bien passer de l'Antiquité, où on peut voir les cités grecques, la Mésopotamie avant, et Rome, au Moyen-Âge, avec l'émergence des droits germains, étudier la loi salique, étudier le bréviaire d'Alaric, et on pourrait très bien ensuite passer au temps moderne à partir de 1453. 1492 1453 1492 1453 1492 1453 1492 1453 1492 1453 1453. Comment t'as fait? Je sais pas, mais putain, c'est chaud, ouvre la tête. Oula. Ups. Bref, le corps étudiable est finalement presque sans limite. Selon là où on va, la période que l'on prend, on peut faire un ensemble d'études qui seront tout aussi pertinentes les unes que les autres. Donc oui, l'histoire du droit est un fondement important. Ça permet de comprendre d'où l'on vient, ça permet de comprendre quels sont les fondements de nos règles juridiques actuelles, et surtout ça permet de les étudier avec peut-être un peu plus de recul, de les relativiser. Notamment, par exemple. Bref, vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu.
que les suivantes vous plairont aussi. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines sorties, et je vous souhaite une bonne journée, ou matinée, ou quand vous la regardez. Bref, on s'en fout. Bisous!